Nous voici donc à la causerie matinale de ce mardi 7 juillet 2020. Dimanche dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, était donc sur la chaîne nationale face aux Béninois pour aborder la question du Covid-19, situer les Béninois par rapport à l'évolution des chiffres par rapport à cette pandémie et rassurer les uns et les autres. C'est normal que les chiffres qui affolent dans l'opinion publique, les Béninois s'inquiètent de cette grimpée des chiffres par rapport à cette maladie. Eh bien, il était donc avec nos collègues de la chaîne nationale pour rassurer les uns et les autres. Nous allons revenir sur le sujet aujourd'hui. Nous contenter ou s'intéresser à ce qui fait que les chiffres évoluent et revenir un peu sur l'intervention du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Je suis sur ce plateau. Mathias Sososo, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur, bonjour. Bonjour, chers confrères et chers téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. C'est moi. Et avec vous, Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef de Océan FM. Bonjour d'être là ce matin. Bonjour Théodule, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de télé. Très bien. Alors, nous avons tous suivi le ministre de la Santé dimanche dernier, Benjamin Hunkpati, qui rassure qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est l'essentiel que nous avons retenu, en tout cas de cette émission, de cette intervention. Mathias Sososo, vous l'avez suivi avec nous. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus tout au long du temps qu'a duré l'intervention du ministre? Oui, curieusement, c'est hier que j'ai suivi la rediffusion sur ETélé, je crois. Et j'ai compris qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Parce que depuis que les chiffres ont commencé à augmenter, il y avait déjà une certaine inquiétude qui s'est installée dans le cœur des Béninois et ils ne savaient plus où mettre la tête. Et avec son intervention, on a compris que les mesures sont en train d'être prises pour cadrer au moins la pandémie, pour que ça ne soit pas comme dans les pays européens, ce qu'on a connu avec des milliers de morts par jour. Juste là, nous sommes à 21 cas de décès. 1199 cas confirmés, je crois, avec ça. Et il y a un peu plus de peur que de mal. Parce que on était parti de 8 cas ou 12 cas pour aller à des barrages de frontières ou de détermination de cordons sanitaires. Et après l'ouverture de cordons sanitaires, on se retrouve à plus de 1000 cas et il y a matière à inquiétude. Mais le premier responsable de la santé nous a quand même resitué par rapport à ce point et nous a rassuré que les dispositions sont prises pour quand même contrôler le mal. Rafiatou Mamadou, 1199 cas à la date d'aujourd'hui par rapport au Bénin. C'est les chiffres que nous avons aujourd'hui. Selon vous, est-ce que il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quand bien même le ministre rassure qu'il n'y a pas lieu de se poser quelques questions? La seule inquiétude que le Béninois doit avoir, c'est que le mal existe. Le coronavirus, il existe. Nous allons remercier et encourager le gouvernement dans sa lutte. Parce que figurez-vous que dès le début, le gouvernement a pris assez de dispositions, assez de garde-fous, n'est-ce pas, pour mettre à l'aise la population, pour mettre la population hors du danger. Mais puisque le mal existe, puisque les Occidentaux ne cessent d'atterrir dans notre pays, on ne peut pas contourner. Donc, il n'y a pas de péril dans la demeure, le gouvernement rassure. Et d'ailleurs, tous les efforts que le gouvernement font sont à saluer, puisque jusque-là, on ne peut pas dire que le gouvernement a failli. Jusque-là, on ne peut pas dire que le gouvernement nous a abandonnés. Ce sont les respects des gestes barrières qui peuvent nous empêcher d'aller au pire.
Nous invitons donc toute la population à observer les gestes barrières. Ce n'est pas difficile ce qu'on nous demande de faire. Le gouvernement joue sa partition, il faudrait que nous aussi, nous jouons la nôtre pour pouvoir éradiquer totalement ce mal-là de notre pays. Voilà ce que moi je pense. Alors, il a été également évoqué que c'était l'augmentation des chiffres par rapport à cette pandémie, monsieur Mathias Ossou, que c'est d'abord dû au temps, c'est-à-dire le temps que nous avons passé pendant la campagne où véritablement certains, ça c'était l'inquiétude de quelques Béninois où le gouvernement n'avait pas mis les garde-fous par rapport à la campagne où certains étaient déjà en contact avec la population. Il n'y avait pas, beaucoup n'avaient pas porté de masque et quelques-uns, il n'y avait pas de mesures de restriction, de suivi de façon rigoureuse sur ce plan-là. Oui. J'avais aussi cette inquiétude. J'accusais même la classe politique d'être à l'origine de la montée des chiffres. On ne devrait pas organiser, les élections dans ce contexte. Écoutez, dans un pays où on déclare un confinement, en tout cas mixte, où on fait un cordon sanitaire, où on ne doit pas quitter, les gens ne doivent pas quitter un département pour un autre. Mais dans le même temps, il y a élection et pré-campagne. Et on donne l'autorisation à certains politiciens d'aller sur le terrain pour aller rencontrer les populations. Eux, ils sont autorisés. Ça a été rappelé quand même. Hein? Non, si vous allez sur le terrain, ce qui s'est passé sur le terrain, cela n'a rien à voir avec les mesures barrières qu'on a instaurées. Et seulement, ce qui est à apprécier aujourd'hui, c'est peut-être Dieu qui nous a aidés dans ce domaine-là. Vous savez, avec les chiffres que le ministre de la Santé a annoncé, on a l'impression que le mal est beaucoup plus concentré dans les grandes villes, les villes qui ont connu de cordon sanitaire. Il a déjà répété. Il a répété. Donc, cela ne s'est pas propagé comme ça dans les villages. Parce que les gens ont quitté Cotonou, les députés, les politiciens, eux tous, ils ont quitté Cotonou pour aller dans les villages, pour aller faire campagne. Maintenant, si la propagation, si la montée des chiffres devait être due à ce temps-là, ça veut dire que c'est dans les villages surtout qu'on devait enregistrer beaucoup de cas. Cela n'est pas le cas aujourd'hui, c'est peut-être c'est revenu, ça s'est concentré dans les grandes villes où il y a eu le cordon sanitaire. Ça veut dire, ces grandes villes-là, c'est des zones qui reçoivent beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et ça se comprend qu'avec ces chiffres, on comprend que c'est venu des gens de l'extérieur qui sont venus contaminer ceux qui sont ici. Et entre nous encore, parce que les barrières ne sont pas tout à fait respectées à la règle, ça fait que les gens se contaminent. Mais le ministre a rappelé au cours de son intervention que il faudrait plus mettre l'accent sur des cas venus de l'extérieur, s'il y en existe au Bénin, et surtout dans les grandes villes, et c'est de là que ça se propage. Bien sûr. Cotonou, Porto Nouveau, Calavi et autres. Mais il faut reconnaître quand même que c'est venu de l'extérieur. Le mal est venu de l'extérieur avant de commencer par se propager à l'intérieur du pays. C'est c'est clair. Le coronavirus n'est pas venu, en tout cas par avion. En tout cas, certainement, c'est venu avec quelqu'un qui est venu contaminer les gens dans le pays. On ne peut pas dire que c'est seulement entre nous que ça se passe. Il faut d'abord questionner ceux-là qui sont testés positifs. Parce que c'est ça, il faut voir. Nous, on n'a pas de traçabilité, leur parcours, comment ils sont installés, ainsi de suite, la communication avec les gens, leur intégration au sein de la population, tout ça là. Il faut questionner tout ça. Puisque nous ne connaissons rien de tout ça là. C'est le ministre de la Santé qui nous dit que c'est beaucoup plus concentré chez nous parce que la contamination se fait entre les individus qui sont à l'intérieur du pays. D'accord, on accepte. Maintenant, ceux-là, comment ils l'ont contracté? Est-ce que ce n'est pas en contact avec des gens qui sont venus d'ailleurs ou de quelque part. Si quelqu'un est là à Porto Novo et qu'il est possible de venir à Cotonou tous les jours, celui qui est à Porto Novo, bien celui qui est à Cotonou l'a contacté, et puis le temps en tout cas de collaborer avec quelqu'un d'autre qui a le mal, qui n'a pas le mal, il est obligé de contacter. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, il y a un directeur d'une société, en tout cas au niveau de la santé, je crois, SAMU, oui, qui a expliqué comment cela lui est arrivé. Ça veut dire que quelque part, celui qui a la maladie, ça peut ne pas être déclaré.
Et l'autre va s'approcher de lui et sans le savoir, il prend le mal. Et comme ça, lui ne sait pas. Par exemple, celui qui vient de l'extérieur qu'on a testé négatif, il rentre dans la population et quelques temps après, ça peut se développer. Ça se développe et lui ne sait pas qu'il avait déjà contacté ça depuis là où il a quitté. Et quand ça se développe après, lui, il est déjà testé négatif, il est à l'aise, il frotte avec ses parents et puis, bref, le parent qui est à côté, ça s'est développé sur lui, puis il se contamine. Donc, non, c'est comme ça. On ne peut pas dire, en tout cas, comme le ministre de la Santé, lui, c'est pour nous apaiser et nous amener quand même psychologiquement à se dire que c'est entre nous que la maladie se propage, il faut qu'on se méfie. C'est son rôle le plus absolu de nous mettre dans ces conditions. Mais nous, on se dit, le mal est toujours venu de quelque part. Et ce quelque part-là, ça ne peut qu'être l'extérieur qui est venu nous contaminer. Et puis ça se propage un peu partout dans le pays. Pourquoi les gens des villages ne sont pas autant contaminés comme ça se passe dans les grandes villes? Là, c'est l'une des questions que beaucoup se posent. Pourquoi c'est seulement à Cotonou que là où il se trouve la grande concentration démographique, qu'on remarque la pandémie, la propagation de la pandémie, à Boumé-Calavi, Porto Novo et autres. Rafiatou Mamadou, je vous renvoie la question. L'hypothèse donc de la campagne. La campagne, ça a été complètement écarté, mais vous avez vu un peu comment les choses se sont déroulées. Oui, effectivement, nos politiciens ont failli. Il faudrait qu'on se le dise. Ils ont failli. Le gouvernement a beau mis des dispositions, des dispositifs à notre disposition et rappeler les règles qu'il faut. Mais ce que nous avons constaté sur le terrain n'était pas vraiment de la joie. Et comme vous l'avez dit, c'est des politiciens qui ont quitté des villes pour aller dans les campagnes. Aujourd'hui, on se dit que le cas est plus alarmant, n'est-ce pas, au niveau des grandes villes. Mais est-ce que nous sommes allés déjà au niveau des zones rurales pour faire le dépistage? Parce que c'est seulement le dépistage qui décrit, qui limite, n'est-ce pas, le résultat. Alors, il faudrait que le dépistage systématique, comme cela a été lancé, j'ai lu hier sur les réseaux sociaux où on demande à tout le monde d'aller faire le dépistage systématique. Donc, il faudrait que nous puissions faire le dépistage. Parce que même dans les grandes villes, ceux qui se disent « je n'en ai pas encore », on ne sait jamais. Tant que tu ne t'es pas fait dépister, tu ne peux pas savoir qui ne l'a pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vrai que les campagnes électorales ont peut-être favorisé la contamination facile des choses. J'ai également lu quelque part le mot de contamination. Quand une personne est contaminée, c'est en une journée ou en une semaine, c'est plus de 100 personnes qu'elle peut contaminer. Vous comprenez? Donc, une personne qui est contaminée en un mois, imaginez un peu comme une personne que la chaîne va prendre. Donc, il faut que le dépistage systématique se fasse, n'est-ce pas? Dans les zones rurales aussi, il faudrait que le gouvernement mette des dispositifs à disposition, n'est-ce pas? Des centres qui sont dans ces zones rurales-là pour qu'on sache vraiment qui sont ceux qui ont le virus. L'autre chose est que on n'arrive pas à accéder à celui qui a la maladie pour lui demander comment est-ce qu'il a fait. Quels sont les endroits où il a pratiqué, où il est passé. C'est vrai que les médecins vont lui poser ces questions, mais est-ce que la personne peut le dire de façon stricte? Est-ce que la personne peut être vraiment juste dans sa réponse? Donc, il n'y a que le dépistage qui puisse vraiment mettre les gens à l'aise. Vous et moi, on ne sait pas si on a ou pas. Et puis le symptôme est semblable au symptôme qu'on avait. Tu fais une petite toux, je me demande, est-ce que j'ai la maladie ou pas? Tu as un peu de température. On est là et puis on est dans la confusion totale. Donc il faudrait qu'on se dépiste. Et puis ne pas se dépister une seule fois pour dire c'est fini, je suis quitte. Il faut le faire de façon répétitive. Et puis bon, avec le temps, je crois que le mal va partir. J'ai cette fois-là, ça va partir. Très bien. Nous avons Hospice Yavi Mironton qui nous a rejoint, journaliste à Canal 2 Star. Bonjour Hospice. Merci d'être là. Vous avez suivi l'intervention du ministre de la Santé qui a rassuré, qui dit qu'il n'y a vraiment
pas péril en la demeure. Et pourtant, les Béninois continuent de s'inquiéter. On a évoqué certains aspects. Aujourd'hui, il y a la saison des pluies. Nous sommes dans la saison des pluies et ça fait partie, selon le ministre, des causes de l'augmentation du taux de contamination. Et c'est pour cela que nous devons être plus responsables en respectant de façon stricte les mesures annoncées par le gouvernement donc pour limiter un peu la propagation de ce mal-là. Le ministre a rassuré, je pense que le gouvernement, vu les moyens qu'il déploie, vu les stratégies qu'il met en place, il ne peut que nous rassurer, voilà, et nous dire, voilà, que voilà, le gouvernement dispose vraiment des moyens pour pouvoir limiter la propagation de ce mal-là. Mais l'autre moyen dont le gouvernement ne dispose pas, qui dépend de nous, c'est nous, notre comportement, notre responsabilité au quotidien. C'est-à-dire la manière dont nous respectons les mesures. Et figurez-vous que malgré ce nombre qui s'accroît chaque jour de cas confirmés, que des Béninois continuent pas à penser que le mal n'existe pas encore, que le mal n'est pas au Bénin. Le Béninois, je ne sais pas quel degré d'irresponsabilité nous amène à croire que voilà, puisque nous, nos proches ne sont pas encore atteints, puisque nous-mêmes ne sommes pas encore atteints, que vraiment le mal n'existe pas, que c'est vraiment de l'illusion. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons travailler. Et je vois aussi que dans la communication du gouvernement désormais, ça a évolué. On voit dans les différents spots qui demandent aux citoyens de respecter les mesures. On voit que voilà, on dit le danger est là. Et que désormais, on a vu la semaine dernière, ou bien cette semaine aussi, sur la télévision nationale, des témoignages des gens, des personnes, ceux qui sont guéris, qui ont vécu l'expérience de cette maladie-là et qui en sont sortis victorieuses. Donc, ces personnes-là sont venues dire un peu leur expérience. Cela voudra dire que c'était tellement suffisant pour nous de croire de penser que vraiment la maladie existe et qu'au quotidien, nous avons le risque de contamination avec nous et que nous devons respecter au maximum les mesures barrières et que nous devons obliger aussi nos proches à le faire. Donc, le gouvernement a rassuré et le gouvernement, vu les moyens dont il dispose pour lutter contre ce mal-là, ne peut que nous rassurer. Très bien. Monsieur Sossou, il y a, je le disais tantôt, l'aspect, le phénomène saison pluvieuse. Est-ce à dire que le virus supporte le froid, se développe dans le froid, se multiplie dans le froid? Est-ce qu'on n'est pas en train de le comparer au paludisme, parce que généralement en saison des pluies, on nous demande de nous protéger, parce que là, attention, des cas de paludisme à ne pas développer. Moi, de ma position de néophyte, je dirais que c'est un casus belli pour choisir juste pour justifier la propagation, la montée des chiffres. Sinon que déjà il y a 3 mois, quand nous on se confinait, il y avait confinement et barrières, le cordon sanitaire. Oui, des gens se sont levés pour dire non, que en fait que c'est à partir du mois de juin-juillet que nous devons connaître le pic, sinon un pic pour la maladie. Donc normalement on devait prendre les dispositions, surtout les barrières qui ont été levées, et le cordon sanitaire qui a été levé, et puis on a laissé maintenant tout le monde. On était à 8 cas ou 12 cas, et on a pris des mesures ardues pour quand même cadrer le mal. Maintenant que on est à plus de 1000, oui. On laisse tomber et on dit que c'est... Pour vous, il fallait réinstaurer il fallait réinstaurer le cordon sanitaire. Puis on a dit que c'est dans les grandes villes que le mal sévit actuellement. Et dans les villages, il n'y a pas assez de cas détectés. Maintenant, on laisse ces gens de grandes villes aller toujours vers les villages, puisqu'ils continuent d'aller dans les villages. Mais là, les activités, là, ça veut dire que nos activités vont porter un coup. Les activités économiques porteront un coup. Mais on est obligé. Est-ce que vous acceptez que nous tous, là, nous mourons dans le pays pour que les activités continuent de fleurir? Il faut être en vie pour continuer les activités. Il y aura une autre mort on va pas tous en mourir. La mort de la... Et voilà, c'est l'erreur que les gouvernants font aussi. Il y a un ministre qui a dit que le paludisme a tué l'année dernière plus que le coronavirus est en train de faire maintenant. Et que pour cela, on ne doit pas se chambrer pour dire qu'on ne va pas sortir. Non, ce n'est pas ça. Les autres pays qui ont fait des confinements, ils se reconfinent actuellement.
Ça veut dire que quelque part, le mal est encore là. Et il faut prendre des mesures pour aller contre, pour quand même... écoutez, la transmission de coronavirus, entre ça et la transmission de paludisme, le paludisme ne se transmet pas d'homme à homme. Non, ce n'est pas des piqûres de moustiques ou bien en tout cas des trucs qui sont déjà détectés. Mais ici maintenant, ce qui est différent ici, c'est que le mode de transmission, c'est différent de celui du paludisme. Et ici, c'est le contact avec les personnes que ça se transmet. Donc il faut éviter que les personnes se contactent. Qu'est-ce que ça veut dire si nous réinsérons le cordon sanitaire? Vous savez, monsieur, par moment. Mathias Ossou, si on instaurait, le cordon sanitaire était toujours inséré, est-ce que vous pouvez vaquer à vos occupations? Je prends par exemple le gong. Est-ce que le gongonneur fera sa parution? Aujourd'hui, est-ce que le gongonneur sera vendu? La presse, la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, depuis la maison, les gens ils lisent ils ont les informations qu'il faut. Ils lisent, mais ils n'achètent pas. Mais depuis que l'Internet s'est développé au pays, qui peut me dire que lui, il vend son journal là? C'est juste un exemple. Oui, c'est un exemple qu'il vend son journal là à 100% comme il le faisait. Non. Avec le développement de la technologie aujourd'hui, l'Internet, tout ça là, les gens ont déjà les journaux, les articles, les titres là, dans les maisons, depuis leur lit avant de se lever. Donc c'est pourquoi, je ne vais pas continuer sur ce plan, mais avec le ministre de la Santé l'a dit dans son entretien que quand ils vont voir les statistiques, comment ça va évoluer, ils vont revenir peut-être à l'ancienne formule. Donc il n'a pas exclu. Il n'a pas exclu ça. Donc ça veut dire que quelque part, ça peut arriver. Je ne suis pas contre. Parce qu'il faut qu'on reste en vie pour pouvoir faire fleurir l'économie nationale. Ça, là, je tiens à ça. Très bien. Rafiatou, vous avez quelque chose à dire? Le ministre, il a été clair. Revenir à l'instauration du cordon sanitaire, cela dépendra du comportement des uns et des autres. Parce que il ne faudrait pas revenir sur les mesures, les corser peut-être, pour rien. Le Béninois, je me dis ici, le Béninois n'est pas têtu. Parce que ce qu'on nous demande n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit juste de respecter les mesures barrières. Il y a des mesures barrières qui ont été préconisées. On nous demande juste de les respecter. Et on ne veut pas le respecter et on crée le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas le gouvernement ne peut pas mettre les gens dans les dispositions qu'il faut de façon non, c'est-à-dire par force. Le gouvernement ne peut que communiquer. Et je pense que ça se fait. On nous demande de respecter les choses. Respectons les choses simplement pour notre bien. Quand on va peut-être procéder par la fermeture ou une prise de cordon sanitaire, l'économie nationale sera vraiment atteinte. Parce que ce que cela a causé les 2 mois passés, on n'a pas encore récupéré. Et le président de la République a dit qu'il connaît son pays, qu'il connaît sa population. Nous ne sommes pas les Occidentaux. Chez moi, par exemple, si on me demande de faire un ravitaillement de 2 mois, je mets ça où? Là-bas, maintenant, ils ont frigo, ils ont communautaire, ils ont tout mis dedans, ils ont l'argent. Maintenant, nous, on n'a rien. Nous, on vit au quotidien. C'est la réalité. Le Béninois vit au quotidien. Et dans notre vie au quotidien, on ne peut pas nous empêcher de faire ce qu'il faut. Donc, ça dit, il faut respecter, il faut qu'on respecte les mesures. Il faut qu'on fasse respecter les mesures à notre entourage. Et il faut qu'on signale les cas de non-respect. Il faut qu'on aide le gouvernement dans ce sens. Quand on constate que dans un endroit, les choses qui ont été préconisées ne sont pas respectées, il faudrait rapidement qu'on alerte ça. Il n'y a que ça qui puisse nous aider à nous en sortir de cette situation. Le gouvernement, tout récemment, a envoyé un satisfecit aux agents de force de sécurité qui jouent normalement leur rôle, qui font ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent. Nous aussi, communicateurs, on essaie également de faire ce qu'on peut. Maintenant, la population à qui on s'adresse, c'est la population là qui doit prendre conscience. J'ai constaté que dans les lieux de culte, ça se respecte. Lorsque vous allez dans une église aujourd'hui, vous êtes contraint à respecter les mesures. Vous allez dans des mosquées, vous êtes contraint à les respecter. Mais ce qui fait mal, c'est dans les bars. Lorsque j'ai fait un tour dans les bars week-end écoulé, écoutez, c'est rien que des désordres qui se font là. Et c'est les Béninois qui sont là. Et même sur les lieux de manifestation. Il y a manifestation tous les week-ends où on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire on fait les choses comme on en avait l'habitude. On nous demande de ne pas le faire. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quelle fête on ne peut pas faire demain et c'est aujourd'hui on doit le faire. On dit préservons-nous pour notre vie.
Et on organise des choses, et on s'y va, et puis on s'y met comme si de rien n'était, et puis on accuse le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas faire il peut pas faire l'impossible. Parce qu'il faudrait que nous ayons une économie qui doit tourner. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous les débrouillards. Il y a des gens qui comptent sur qui ont des activités qui leur rapportent de grandes sommes et qui ont été atteints. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Ils ont été atteints pendant les 2 mois de confinement qu'on a passé. Des gens ont été atteints et on ne s'est pas encore sorti de cela. Il faudrait une prise de conscience personnelle et collective pour qu'on puisse vraiment éradiquer ce mal. Très bien. Ensuite, pensez-vous qu'on puisse aller à, je dirais, à des mesures coercitives, des mesures de force pour contraindre les Béninois, c'est-à-dire aller aux sanctions? C'est vrai qu'on le dit, mais ce n'est pas toujours remarquable, mais aller à de véritables sanctions pour que les Béninois comprennent qu'il s'agit de leur santé, pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Oui, s'il le faut. Moi, je pense que oui, il faut y aller. Déjà, nous remarquons que déjà sur nos différents axes routiers, les policiers font le travail parce que lorsque vous n'avez pas votre masque, vous êtes sanctionné rapidement, on vous arrête. Je ne connais pas trop le protocole, mais vous êtes arrêté. C'est déjà un début de sanction. Et je crois que nous devons aller peut-être au-delà. Au-delà, voilà. Et nous devons éviter, comme l'a dit Rafiatou, nous devons nous-mêmes, en tant que citoyens, nous qui avons encore de sens de responsabilité, que respectons au moins ces gestes barrières-là, dénoncer ceux-là qui, à côté de nous, ne les respectent pas. Et pour cela, le gouvernement doit nous donner les moyens de le faire. Pourquoi pas une ligne verte? Pourquoi pas... Il y a une ligne verte. Voilà. Pas pour dénoncer, c'est juste pour... oui, dénonciation aussi. C'est une dénonciation. Ok, d'accord. Donc, il faudrait que la communication aille aussi dans ce sens-là pour que ces citoyens-là puissent être dénoncés et être sanctionnés également. Nous devons aussi comprendre que nous devons éviter d'aller vers le cordon sanitaire, le retour du cordon sanitaire, parce que c'est quoi? C'est vrai, M. Sossou le souhaite, mais moi je ne le souhaite pas, parce que vraiment économiquement, on sera étouffé. Vous avez vu que le gouvernement était obligé d'aller vers le dédommagement de certaines personnes, parce que il a compris lui-même que voilà, l'économie de ces gens-là, l'économie nationale a reçu un coup. Donc il faudrait aller vers le dédommagement. Jusqu'à quand le gouvernement pourra le faire? Est-ce que le gouvernement a les moyens de le faire? Si on fait un retour encore vers le cordon sanitaire pour 6 mois, pour 1 an, ce n'est pas possible. Donc, nous avons, même si on installait le cordon sanitaire, on refusait à un citoyen de Cotonou d'aller dans son village à Gonli, par exemple, mais au sein du cordon sanitaire, même si vous ne respectez pas les mesures barrières, vous serez atteint. Donc, même si vous vous déplacez de Cotonou à Gonli et que vous avez le sens de responsabilité, vous respectez vos gestes barrières, même à Gonli, vous n'allez pas contaminer vos proches. Donc, c'est ça, il faut appeler plutôt au sens de responsabilité élevé des citoyens béninois pour éviter le pire. Donc, oui, les sanctions, moi je les veux pour pouvoir éviter, pour pouvoir empêcher les récastrations, ceux-là qui pensent encore que, discipliner, voilà, ceux qui pensent encore que, voilà, le mal n'existe pas encore, parce que eux-mêmes ne sont pas encore atteints, ou bien leurs proches ne sont pas encore atteints. Très bien. Nous allons faire très rapidement un tour d'étape pour boucler avec le premier sujet. Monsieur Sossou, quel conseil le gouvernement rassure en tout cas, il n'y a pas péril à la demeure. Le ministre de la Santé l'a répété. L'essentiel, c'est de respecter le cordon, de respecter en tout cas les gestes barrières qui sont instaurés. Sossou Mathias, votre conclusion sur ce premier sujet? J'ai dit tout à l'heure, c'est avec joie que j'ai suivi le ministre de la Santé hier sur les dispositions qu'il faut continuer de prendre pour que le mal là n'aille pas grandissant. Il faut maintenir les règles barrières, il faut quand même respecter les consignes données par les autorités, comment il faut se comporter vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis des personnes porteuses de ce mal-là, comment il faut se comporter même vis-à-vis des personnes non porteuses encore de ce mal, parce que il est important quand même pour nous de vivre avant de savoir ce qui va suivre après. Même s'il ne doit pas avoir le cordon sanitaire, il faut quand même vivre d'abord pour savoir ce qui va suivre après. On peut imaginer ce qui va suivre après. Les gens pensent que c'est seulement
ceux qui se promènent dans la ville là, qui sont exposés au mal. Non, quand ça s'est passé en Espagne, il y a plus de 5000 personnes. En tout cas, je vais cibler même les plus riches de ce pays qui sont partis dedans. Les Béninois qui ont quitté ici pour aller se faire traiter en Europe, ils ont connu la vôtre dans cette affaire. Ça veut dire que quelque part, si ils restaient chez nous, le mal n'est pas encore beaucoup plus élevé. Ils survivraient peut-être. Ils survivraient peut-être. Donc, il nous revient, nous autres qui sommes encore en vie, de respecter les règles barrières pour avoir la vie sauve. C'est ça. Très bien. Rafia, Oui, satisfait à l'endroit du gouvernement qui fait beaucoup, n'est-ce pas, dans cette lutte contre le coronavirus. Il reste maintenant à nous, population, de prendre conscience, d'avoir pitié de nous-mêmes, n'est-ce pas, et de nous protéger. Les gestes barrières sont là, tout le monde le sait. Il faut nous protéger, il faut protéger également les autres et rendons-nous service en signalant les cas de dérive. Lorsqu'on constate dans notre entourage que les mesures sont en train d'être brisées, il faudrait directement appeler la ligne droite et puis la justice sera faite. Suisse. Oui, je vais remercier le gouvernement spécialement, particulièrement également son ministre de la Santé surtout, qui fait beaucoup. Je pense que lui, il serait peut-être vivement à la fin de ce mal pour qu'au nom de la nation, qu'on lui donne de grandes vacances parce que vraiment... En tout cas, je me suis demandé s'il arrive à jouer son rôle de père de famille. Parfois quand je le vois, j'ai parfois pitié, mais il a choisi, mais il faut l'encourager. Au nom de la nation, je lui dis un grand merci pour ce qu'il fait. Il est toujours là, prompt, disponible pour faire le travail, donc je dis merci pour tout ce qu'il fait pour la nation. Et rappeler aux Béninois qu'il faut absolument et rigoureusement respecter les gestes barrières, c'est très important. Il n'y a que ça, ce n'est que ça qu'on nous demande. Respectons les gestes barrières, observons-les, ne relâchons pas, parce qu'il s'agit bien de notre vie. Nous vivons désormais avec le mal. Ouais. Nous sommes avec le mal et nous devons l'éviter. Nous apprenons à vivre avec ce virus. Merci. Nous allons passer au second sujet du jour. Vous le savez, nous sommes donc en saison pluvieuse et Cotonou et environ toujours inondé sous l'eau, de l'eau un peu partout, ce qui peut crier d'ici quelques, puisqu'on est qu'au début de la saison, des catastrophes, et pour prendre des mesures, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de protection civile, puisque les techniciens ont annoncé une très forte pluviométrie, une quantité d'eau qui serait bien supérieure à la moyenne, allant de la période de 1981 à 2010. C'est ce qui est annoncé, et donc les mesures de protection seront donc renforcées. Rafiat Mamadou, vous êtes à Cotonou, et environ. Vous vivez le mal, vous voyez un peu ce qui se passe dans les quartiers, dans nos localités, et par rapport à cette saison pluvieuse, cette pluviométrie qui est déjà forte. Les premiers jours. Non, écoutez, nous sommes permanemment dedans. C'est une pète annuelle. C'est une peine annuelle, j'allais dire, chaque année. Et le quotidien des Cotonois, des résidents de Calavi et environ vivent ce calvaire-là. Il faudrait que le gouvernement réfléchisse vraiment et pense à prendre des mesures idoines. Ce qu'il faut vraiment faire, qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour qu'enfin on puisse vivre paisiblement dans notre belle ville de Cotonou et Calavi et environ. Parce que c'est pas la joie, c'est pas la joie. Et lorsque les populations crient de part et d'autre, le gouvernement peut pas se reposer, le gouvernement peut pas dormir, le gouvernement peut pas être tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir nous en sortir de cette situation? C'est à ça qu'il faut, il faut penser. Moi, je ne suis pas technicienne pour dire il y a telle quantité d'eau qui est tombée. Ce qui est sûr, nous remarquons tous que nous sommes permanemment inondés à Cotonou lorsqu'il y a petite pluie. On est permanemment inondés et puis les voies sont impossibles d'accès. Alors, que faut-il faire? Ce sont les techniciens qui peuvent chercher la solution et nous la donner. Et c'est vrai, il n'y aura pas des solutions sans qu'il y ait de grincement dedans. Que le gouvernement ne lâche pas. S'il y a des gens à délocaliser, il faut le faire.
pour le bonheur de tous. Très bien. En Suisse, il y a cette pluviométrie, je vais y arriver, qui cause déjà des dégâts, quelques catastrophes, puisque vous allez dans certaines zones, tout est inondé, les gens sont obligés de déménager complètement, de quitter leur localité. Eh bien, là, le gouvernement est en train d'anticiper, surtout que nous évoluons dans un contexte particulier, le coronavirus, l'anticipation du gouvernement à prendre les mesures à temps en Suisse. Oui, c'est une bonne chose, l'anticipation du gouvernement, seulement que oui, c'est venu au cours pendant le mal, c'est-à-dire que ça pouvait venir déjà avant la saison pluvieuse, mais toujours est-il que c'est déjà un bon pas posé par le gouvernement qui, à travers cet acte-là, montre que voilà, qu'il est à l'écoute de sa population et qu'il vit au quotidien au moins les souffrances de la population. Ce qui est sûr, si mesures doit être pris plutôt, ce seraient des mesures provisoires, ce ne seraient pas des mesures définitives pour éviter l'inondation. Et ce qui est souhaité, c'est que des mesures définitives soient prises pour éviter réellement que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, que nous n'ayons plus, même s'il y a forte pluviométrie, que nous n'ayons plus l'inondation à Cotonou. C'est là je rejoins Rafiatou qui souhaite déjà que voilà, même si des gens doivent être délocalisés, qu'il faut aller vers ces solutions là pour pouvoir avoir une belle ville de Cotonou, parce que c'est la vitrine du Bénin. Lorsque vous quittez l'extérieur, vous venez d'abord à Cotonou et c'est Cotonou qui vous accueille. Et aussi là où j'ai un peu mal, c'est que je me demande, mais au sein du ministère, au niveau du ministère de cadre de vie, les experts qui sont là, quel est leur rôle? Parce que c'est quoi? C'est maintenant qu'on trouve que voilà, depuis 81, vous l'avez dit, qu'il doit y avoir cette année une forte pluviométrie. En fait, ils ont annoncé, les prévisions disent qu'il y aura une forte pluviométrie. Mais est-ce que lorsqu'ils ont annoncé... C'est en cette année? Et c'est en cette année? Non, les prévisions étaient faites. Ils ont répété que cette année. Cette année, voilà. Oui. Mais depuis, quels sont les actes qui ont été posés par ces experts-là? Est-ce qu'ils ont pu donner des solutions au gouvernement, au ministre de cadre de vie pour éviter ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il ne sert à rien de dire, de trouver que dans le mal, que voilà, on avait dit que le mal arriverait. Voilà. Vous avez eu la chance de trouver que le mal arriverait, mais qu'est-ce que vous avez fait pour éviter le mal? Qu'est-ce qu'on avait fait pour éviter l'inondation? C'est vrai, on est à Cotonou, on sait que Cotonou est sous l'eau, on le dit, mais si on a encore l'information qu'on avait déjà cette forte pluviométrie. Aujourd'hui, le gouvernement se charge de donner beaucoup plus de moyens à l'Agence nationale de protection civile. Et on pouvait éviter ces dépenses-là au gouvernement si les experts avaient fait bien leur travail. Ceux qui avaient annoncé avaient fait un travail. En tout cas, je trouve quelque part, le système a été un peu n'a pas été bien huilé, que quelque chose n'a pas marché à un niveau donné. Parce que si on avait cette information-là, cette prévision-là, je trouve qu'on pouvait éviter ce qui se passe aujourd'hui et économiser un peu ces moyens qu'on va déployer maintenant pour trouver une solution provisoire, palliative à ce problème-là, et penser sous là pour prévoir, et qu'aujourd'hui on serait en train de dire voilà, c'est vrai, Cotonou serait inondé, mais pas au niveau où on en est aujourd'hui. Alors, Mastia Sossou, l'ANCP, l'Agence nationale de protection civile, sera mise à contribution, aura plus de moyens, sera beaucoup plus armée aujourd'hui pour faire face à ces genres de situations, les catastrophes qui sont éventuellement annoncées pour qu'on n'arrive pas à des cas comme on avait connu dans les années antérieures, de 2010 par exemple. Non, vous savez, le problème d'inondation à Cotonou, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est parti du fait que les populations n'ont pas respecté les mesures environnementales pour s'implanter. Je prends seulement l'exemple de la voie principale Cotonou-Godomé. Ceux qui sont par exemple en bordure de ce goudron-là, ils construisent en bas, c'est-à-dire plus bas que le niveau même de la voie. Alors que quand il pleut dans leur maison, l'eau qui va couler dans leur maison ne peut plus rentrer dans les caniveaux. Ils vous diront qu'ils ont construit avant. Voilà. Quand vous êtes au bord d'une voie principale comme celle-là, vous devez prendre
c'est-à-dire l'initiative quand même, bon, le technicien qui doit travailler là devait quand même aider à ce que la maison soit plus élevée que le niveau de la route, même si on reprenait la voie après, ça ne peut pas donner le résultat que ça donne là. Bon, évidemment, depuis que le président Talon est arrivé, je crois qu'il y a quelque chose qui changeait. Contrairement à ce que j'ai remarqué tout à l'heure, il y a quelque chose qui change. Ça, là, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Parce que, vous savez, avant, on parlait de 3 CI, Cotonou en campagne contre l'inondation. Depuis que Talon est arrivé, ces 3 mots-là, on les a enterrés. Et le président a pris la responsabilité de faire en sorte que désormais Cotonou ne soit plus inondé comme cela se faisait. Et il a initié des projets pour quand même réorganiser le système. En 2019 ou 2017, on a quand même discuté de ça. Ici, il y a près de 450 milliards qui devaient être mobilisés pour que on refasse les travaux pour que l'inondation ne gagne plus tellement la ville de Cotonou. Et ils étaient quand même arrivés à un niveau. Ce qui se passe actuellement, je crois qu'il y a aussi les travaux d'asphaltage qui ont un peu bloqué le passage, l'écoulement des eaux. Parce que les chantiers sont en cours. Ce qui est sûr, quand les chantiers là seront libérés, et les voies seront ouvertes, il ne va pas avoir trop de choses. L'asphaltage a réglé déjà beaucoup de problèmes dans certains quartiers. Absolument. Parce que actuellement, par où on passait, on ne pouvait même pas passer après 2 pluies. Aujourd'hui, c'est comme une circulation dense qui se remarque dans ces lieux-là. Il n'y a rien qui se passe encore à Cotonou. Quand vous allez dans des autres pays, bon, je ne veux pas dire que pourquoi nous on est là et puis les autres pays, il faut prendre l'exemple sur les autres pays, mais non, des autres pays où il y a inondation, ça emporte même des véhicules. Moi j'ai vu sur des images où des véhicules sont emportés par l'eau. Et ici, au Bénin, où est-ce que l'eau a pu emporter un véhicule, par exemple, même un motocycliste? Non. C'est-à-dire, c'est canalisé. L'inondation est en train d'être vaincue à Cotonou aujourd'hui. C'est le fait de nos populations qui n'arrivent pas à respecter les règles d'installation dans les quartiers qui fait que vraiment on arrive à constater encore ce mal-là. Sinon, pas fini, je dirais que nous allons vaincre l'inondation, même si dans certaines maisons, après une pluie, il peut y avoir d'eau parce que ça, c'est de leur fait. Mais ce que le gouvernement aura fait, ça va quand même aider à régler un tant soit peu le problème d'inondation dans notre pays. Maintenant, quand on arrive à l'aide aux mesures que le gouvernement est en train de prendre pour quand même anticiper et aider les populations à se protéger en cas de catastrophe, le Bénin ne vivra pas de catastrophe. Si les météorologues l'annoncent, c'est qu'ils doivent prendre des dispositions. Ils l'ont annoncé, le gouvernement a pris les dispositions. Donc, ce qui est sûr, nous sommes en train de finir déjà avec, puisque la dernière pluie, c'est en juillet et la saison prochaine en octobre. La petite saison. C'est la petite saison. Qui s'annonce aussi vivante, aussi vive si nous respectons la saison normale. Les réceptacles sont là pour recevoir l'eau. Je suis sûr que ça ne va pas faire trop de dégâts comme on le constate. Vous allez constater que cette année, les dégâts qu'il y a qu'on constate, c'est toujours dans les lieux où on constatait ça. Il n'y a pas de nouveaux sites là qu'on a enregistrés qui n'ont jamais connu ces dégâts-là. Donc, le mal va partir un jour quand on arrivera à régler le problème d'inondation dans la ville de Cotonou. Non. Pas à 100%, mais il y aura quand même un temps soit peu de règlement qu'on va constater. L'ANCP, l'Agence nationale de protection civile, aujourd'hui restructurée, à qui on donnera beaucoup, qui a déjà des moyens, les dispositions sont prises pour qu'elles viennent en appui aux populations en cas de catastrophe. Aujourd'hui, Rafiatou Mamadou, qu'est-ce que vous proposez à cette agence par rapport aux réalités que vous avez vécues sur le terrain? Vous circulez dans la ville de Cotonou, vous voyez, c'est vrai, il y en a qui sont allés s'installer sur le chemin, je dirais, le circuit des eaux de ruissellement. Monsieur Mathias a donné des exemples. Quand vous prenez Godomé et autres, les gens qui sont, il y a des bas-fonds, des chutes d'eau sur lesquelles les gens sont allés s'installer. Il faut déloger les gens. Il faut d'abord déloger les gens parce que la pluie, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas empêcher l'eau de tomber. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber. Alors, si c'est un phénomène naturel, il faudra que nous qui sommes dans cette nature-là, que nous puissions nous apprêter pour. Si la chose doit tomber, si elle tombe, elle va tomber où?
Si vous occupez le lieu de la chose, mais la chose va vous envahir. Vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Parce que si les voies par où l'eau doit circuler, l'eau doit passer, si vous envahissez le cadre, qu'est-ce que vous pensez faire? Que le gouvernement mette des milliards à la disposition, ça va résoudre, ça ne va rien résoudre. Donc, il faudrait que des décisions strictes soient prises. Lorsqu'on veut ériger une infrastructure publique dans un endroit donné, on délocalise les gens, on subventionne les gens, on dédommage les gens. Alors, en cette période de pluie, il faudrait que les mêmes procédures se fassent. Il faudrait que le même processus soit fait. Il faut que le gouvernement ait le courage de prendre cette décision-là. Nos gouvernants ont péché. Si déjà on sait que le truc, on aura la chose dans 20 ans, dans 30 ans, et on n'a pas pris les dispositions, c'est qu'ils ont péché contre la population. Ils devraient empêcher des constructions à des endroits donnés. Et parce qu'on doit manger dedans, parce qu'on doit avoir notre part dedans, parce que on pense seulement à notre propre intérêt et on oublie l'intérêt général. Et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc que ce gouvernement tel qu'il a commencé, on l'encourage à aller jusqu'au bout. Parce que des solutions doivent être trouvées pour des problèmes qui minent notre population. Des solutions doivent être trouvées, des solutions durables doivent être trouvées pour des problèmes auxquels les populations sont confrontées, pour que les générations qui vont suivre ne puissent pas toujours souffrir, ne puissent pas toujours pleurer. Donc, s'il faut déloger les gens, il faut les déloger, quitte à le gouvernement a sa procédure, n'est-ce pas, de dédommager et autres. Donc, nous, c'est pas... Il faut déloger les gens. Il faut les déloger. Il faut que les gens servent de passage à la pluie. L'eau doit circuler. Chacun à sa place. Hein? Chacun à sa place. Oui, chacun à sa place. Laissons la place à l'autre de circuler aussi. C'est pour notre intérêt. Quand il ne pleut pas, c'est pas nous qui créons. Le maïs aujourd'hui à 250 francs. Et quand vous demandez la cause, on dit Didja. Maintenant, Diol, Didja, et puis on pleut. Il faudrait qu'on accepte qu'on accepte ce que la nature nous donne. Donc, il faudrait que le gouvernement aille très loin pour des générations futures, bien sûr. Très bien. Alors, Hospice, il y a que le projet asphaltage aussi qui constitue un ouf de soulagement qui vient en tout cas régler le problème d'inondation dans certaines zones, puisque nous en sommes là qu'à la première phase. Bientôt, la deuxième phase sera lancée. Et ce qui est sûr, catastrophe, ce serait limité aussi. C'est là aussi un moyen de limiter ces catastrophes-là. Oui, je le dis, j'ai eu à le dire ici il y a cela quelques semaines, la qualité de l'ouvrage réalisé dans le cadre de l'asphaltage, les ouvrages réalisés dans le cadre de l'asphaltage peut déjà être une solution contre l'inondation, parce que quand vous voyez les caniveaux qui sont installés, ces caniveaux-là ont plus de volume pour contenir d'eau. Et je pense que c'est bien pensé. Quand vous allez à Porto Novo, vous voyez l'ouvrage qui est même réalisé, c'est déjà... encastré souterrain. Voilà, c'est déjà un début de solution. Et quand vous allez aussi dans les quartiers de ville de Cotonou, on sent que voilà, aujourd'hui, les lieux où à une petite pluie, on sent à Agla peut-être beaucoup d'eau. On voit que c'est des pavés qui sont là, du goudron qui est installé. Donc ça voudra dire que l'asphaltage est déjà une solution. Mais je voudrais rapidement revenir pour la question sur... l'Agence nationale de protection civile, l'ANCP. Voilà. Je voudrais que ces agences-là, je ne connais pas le profil des membres de cette agence-là. Voilà. Mais je voudrais que ces experts-là puissent vraiment penser à une solution définitive. En tout cas, même il ne peut pas avoir solution définitive pour la pluie, pour l'inondation à Cotonou, parce que nous savons bien ce qu'est Cotonou. Mais une solution durable avant que les moyens soient dépensés, que les fonds mis à disposition soient dépensés. Il faudrait que vraiment ces experts, qu'il y ait des environnementalistes pour penser. Parce qu'on a vu pour le pont de Djonou l'année dernière, on a vu que voilà, c'est après la pluie et l'inondation de la voie inter-État Cotonou
Niger, que voilà, on a pensé que ces messieurs qui sont au bord, qui sont installés, qui ont des boutiques au bord du goudron, doivent être délocalisés. Et quand on l'a fait cette année, malgré le volume de la pluviométrie, vous avez vu que voilà, on n'a pas senti. Ça vous a dit que là, on a trouvé une solution, oui, peut-être pas définitive, mais durable. Parce que l'année dernière, quand on voit la pluviométrie de l'année dernière à ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu plus fort cette année que l'année dernière. Et on a eu l'inondation sur le goudron. Aujourd'hui, on n'a pas encore. Ça vous aura dit que la solution trouvée... C'est vrai qu'on est qu'au début de la saison. Voilà, mais déjà on peut dire que la solution trouvée est une solution durable. Donc je veux que ces genre de solutions soient trouvées pour que les citoyens puissent respirer un peu en cas. Maintenant, ceux qui sont sur les sites d'écoulement de l'eau sont comme des locataires. Quand il n'y a plus, l'eau vient, le propriétaire vient, vous quittez. Donc, c'est ce que je trouve. Le passage. Donc, le propriétaire est là, la pluie est là, donc vous laissez l'eau occuper sa place. Parce que vous étiez comme des locataires. Donc, quand le propriétaire est là, vous quittez. Donc, je trouve que ça ne, c'est pas du... Même, j'ai dit ici, il ne doit même pas avoir des dommagements pour ces gens-là. Parce qu'ils ont payé, ils sont allés prendre des bas-fonds pour dire voilà. Donc, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Mais ils ne savaient pas. Non, mais écoutez, quand vous voulez, qu'ils ne savaient pas. Non, quand vous voulez prendre une parcelle, vous renseignez. Vous renseignez. Vous mettez des environnementalistes en jeu, vous mettez des experts en jeu pour pouvoir. Est-ce que dans 10, 50 ans, est-ce que, voilà, vu la démographie de la zone, est-ce qu'on aura inondation? Est-ce qu'il y aura problème demain? Et vous, achetez votre parcelle. Mais quand vous trouvez que c'est bas-fond, parfois on trouve que c'est bas-fond et on va acheter, on dit bon, on va remplir ça, on va essayer d'aménager. Donc, c'est bon. C'est peut-être compte tenu des moyens aussi. Mais écoutez, vous n'avez pas les moyens, vous ne prenez pas de bas-fond. Monsieur Sossou, le tour de table fait pour... Pour un tour de table, je dirais que le gouvernement fait déjà ce qu'il fait, ce qu'il peut faire pour quand même soulager un peu la population. Mais il y a quelque chose que moi, je ne sais pas, je peux demander, je ne sais pas si c'est possible, si c'est faisable. Le gouvernement doit prendre des mesures pour certaines zones. Je ne sais pas si c'est faisable au Bénin ici, puisque l'État est propriétaire des terres. Ceux qui s'installent dans les bas-fonds là, est-ce que le gouvernement, avec l'ANCP, les techniciens de l'environnement, tout cela, ne peut pas déterminer des types d'habitation pour chaque zone? Parce que quand moi je vais dans certains pays, je passe sur l'eau, je vis sur l'eau, sans savoir que je dormais sur l'eau. Parce que c'est quand tu sors, tu es au bout de l'autre côté, que tu constates que c'est une rivière qui passe par ici, ou bien que c'est un bas-fond. Les gens, ils élèvent leurs habitations de sorte que l'eau coule sous leur habitation, par exemple. Parce quand on prend dans certaines zones, comme à Gla, où on dit qu'il y a beaucoup plus d'inondations, et c'est presque un océan qu'on enregistre après les pluies, ils peuvent quand même instaurer des mesures là pour que les habitations soient d'un type donné, que le gouvernement peut peut-être proposer pour ceux-là qui vont s'installer dans ces zones-là où il y a plus d'inondations, pour un peu parer au pied, quoi. Parce que moi, je constate que les gens s'installent en désordre sur les terres, alors qu'il devait avoir quand même une organisation telle que le gouvernement l'a commencé au début en limitant les constructions en hauteur. Il peut continuer sur les terres aussi pour que... en tout cas, je sais est-ce qu'il y a une solution est-ce qu'il faut... La solution n'est pas de les déloger, de les déloger, de les enlever de là où ils sont. C'est une sorte de les déloger. Si on amène des types d'habitations, on dit c'est ça que vous devez construire ici, et que vous n'avez pas les moyens pour construire, vous serez obligé de vendre ça à ceux qui ont l'argent pour le faire. C'est ça. Et c'est ça. On les amène eux-mêmes là à se déloger. Ce n'est plus qu'on les déloge contre leur gré. Donc c'est peut-être en tout cas je sais que le gouvernement a un plan pour éradiquer, en tout cas pour chasser l'inondation de Cotonou, et le plan est mis en exécution depuis 3 ans. Je crois que à la phase finale on verra ce que ça va donner. Puisque le président Talon, c'est quelqu'un qui ne dit pas à l'avance ce qu'il veut faire. Il commence et c'est après vous découvrez. Quand il a lancé à Soitage ici, les gens ont crié. Mais aujourd'hui, moi j'ai accès facilement à ma maison. L'année dernière, il y a 1 an, quand il pleut 2 fois, je ne peux même pas accéder. On laisse voiture, moto, et puis
on traverse l'eau à pied. Donc vous en jouissez. Très bien. Ah oui, je dis merci également au gouvernement qui fait beaucoup pour nous. Ce gouvernement fait beaucoup pour la population. Et les autres dirigeants ont causé assez de tort. Parce qu'il y a certaines choses qu'on découvre aujourd'hui et qu'on se dit, mais écoutez, on était comme ça avant. Si on savait, on pouvait faire mieux. Donc, comme l'a dit le confrère, le président Patrice Talon et son gouvernement, c'est des gens, quand ils veulent agir, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Mais on ne fait que découvrir. Lorsqu'on découvre, on dit waouh. Donc, moi, je les encourage à aller jusqu'au bout, qu'on aide la population à finir, n'est-ce pas, de façon durable avec cette inondation-là. Et puis que les populations également collaborent, parce que lorsque ça va commencer, il ne faudrait pas qu'il y ait désistement, il ne faudrait pas qu'il y ait de soulèvement, il ne faudrait pas qu'il y ait de résistance. Lorsqu'on sait que c'est pour le bien de tous, il faudrait qu'on oublie le moi, il faudrait qu'on oublie, et c'est mon argent qui a acheté, et qu'au nom de la population, qu'on se sacrifie. Voilà, merci. En Suisse, oui, dans ce contexte, surtout, votre dernier mot de fin à la population, surtout dans ce contexte du coronavirus, il faut la protection, l'Agence nationale de protection civile sera à leur côté, mais il faut leur implication personnelle aussi, accompagner tout ceci. Oui, il faut accompagner le gouvernement parce qu'il faut un brin de lumière pour comprendre que voilà, qu'on était dans l'obscurité, le gouvernement passé ont démissionné. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est prêt à nous aider à faire le travail. Donc il faut l'accompagner comme on le paie. Je pense que chaque citoyen, chaque population doit pouvoir aider le gouvernement. C'est vrai, nous avons le coronavirus qui est là, mais il faut comprendre aussi que l'aspect de la santé, c'est aussi le mieux vivre. Donc, lorsque vous avez un bon cadre de vie, c'est pourquoi j'ai toujours aimé la dénomination donnée à ce ministère-là. On a un bon cadre de vie, je pense qu'on peut avoir la paix. Parce que quand tu es dans l'eau, tu ne peux pas respecter les mesures barrières aussi. Parce que quand tu as le souci, donc il faudrait que nous accompagnions le gouvernement à nous aider également. Merci à vous, chers invités. C'était donc la causerie matinale de sujets à l'ordre du jour. Il s'agit bel et bien des mesures de protection qui seront renforcées. Il y a également, nous avons parlé également du Covid-19, le gouvernement qui rassure, il n'y a pas péril en la demeure. Je vous dis merci à Mathias Soussou, directeur de publication du Gongoneur. Il était sur ce plateau. Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef de Océan FM, et Hospice Yevimi Ronton, journaliste à Canal 2 Star. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour la causerie matinale de ce jour. Nous nous retrouvons demain, mercredi. Merci et très bonne suite des programmes sur le télé.